parce que c'est des sujets complexes qu'elle aborde, mais aujourd'hui je vais la mettre dans la continuité exacte de ce que l'on vient de voir et de ce que l'on vient d'entendre, et je remercie M. Amblat qui m'a donné quelques ouvertures pour présenter ma présentation d'une manière totalement différente. Il y a dans la culture juive quelques principes dérivés du Talmud, dont deux en particulier qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est nous avons été mis dans ce monde créé par Dieu tel qu'il est. Et il est de la responsabilité des hommes de faire ce qu'on appelle le tikkun olam, c'est-à-dire de réparer ce monde. Il est imparfait. Bien que ce soit Dieu qui l'ait créé, il est imparfait, c'est à nous de le parfaire. Ça, c'est ce que l'on enseigne dans tout le Talmud, c'est vraiment la base du Talmud. Il y a une deuxième base dans le Talmud qui est tout aussi importante que celle-là, qui est que ce qui compte, ce n'est pas les rapports à Dieu, c'est le rapport entre les hommes. Et entre les hommes, il est de la responsabilité des hommes de s'occuper d'eux-mêmes. Ils doivent s'occuper d'eux-mêmes avant de pouvoir s'occuper de l'autre. Il faut qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Parce que s'ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes, comment pourront-ils s'occuper des autres? Ces deux principes de base s'appliquent à tout ce que l'on vient de voir. Dans la situation politique dans laquelle les Juifs se sont trouvés, où il n'y avait plus de place dans le monde possible pour eux que, sauf celle de revenir à leur propre souveraineté, le monde il était ce qu'il était, ils ont fait ce qu'il fallait pour y arriver. On est pareil aujourd'hui, dans les conflits systématiques qui se déroulent les uns derrière les autres avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec d'autres, eh bien on réagit en fonction de cette réalité, parce que c'est une réalité, elle est ce qu'elle est, et on s'y accommode au mieux que l'on peut, de manière à pouvoir se développer malgré tout. Et les résultats sont là. Le développement d'Israël est tout à fait extraordinaire et remarquable. Alors dans cette réalité dans laquelle les Juifs se sont trouvés en revenant en Israël, en terre d'Israël, historiquement d'ailleurs, petite parenthèse, du temps du mandat britannique, en lettres latines, ça s'appelait Palestine, 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 Palestina normalement, ça s'appelait Palestine en arabe, ça s'appelait Eretz Israël en hébreu. Sur tous les papiers officiels du mandat britannique, il était écrit Palestine, terre d'Israël. On a tendance à l'oublier, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Le monde entier avait reconnu, à la SDN puis à l'ONU, le fait que cette terre qui était sous mandat britannique, décidée en 1922 par l'ensemble des nations de la planète, accordait ce mandat Palestine sur la totalité du mandat britannique qui s'appelait Terre d'Israël, qui a été ensuite amputé de la Transjordanie, puis etc., etc. Fermons la parenthèse. Donc, en se basant sur cela, quand ils sont revenus, ils sont aussi retrouvés face à une réalité physique. Et cette réalité physique, c'est une terre aride dans laquelle on manque d'eau depuis la plus haute antiquité. La première guerre qui est mentionnée dans la Bible, c'est la guerre entre les bergers d'Abimelech et ceux d'Abraham pour le contrôle des puits de Beersheba. C'est le premier acte de guerre entre deux groupes ethniques qui est mentionné dans la Bible. La Bible nous mentionne également comment faire pour le résoudre. La collaboration entre les deux groupes ethniques pour l'exploitation de ces puits, pour le bien de tout le monde, a résolu le problème et l'a résolu dans le bien-être des deux populations. Lorsque les Israéliens se sont trouvés à la tête de leur État, eh bien, ils se sont trouvés par rapport à l'eau dans la même situation que les bergers d'Abraham et d'Abimelech. Et ils ont appliqué les mêmes principes aujourd'hui pour résoudre le problème de manière définitive. Alors on va voir ces étapes de cette résolution qui a pris du temps. Le monde politique démocratique de l'État d'Israël est imparfait comme toutes les institutions humaines. Elle a fini par s'adapter et à réaliser les choses. Alors pour revenir à la réalité d'aujourd'hui aussi, il y a un dérèglement climatique. Je n'utiliserai pas le mot réchauffement parce qu'il ne veut rien dire, parce qu'il y a des morceaux de la planète qui se refroidissent, d'autres qui se réchauffent. Le dérèglement climatique que nous vivons, parce qu'il est réel celui-là, ce dérèglement climatique provoque
des sécheresses à répétition. Ça ne veut pas dire que dans l'histoire, il n'y en a pas eu. L'histoire de Joseph est là pour nous le rappeler. Hein. Les 7 vaches maigres qui ont suivi les 7 vaches pleines, c'était 7 années d'abondance de pluie suivies de 7 années de sécheresse. On a connu une période de sécheresse maximale de 8 années consécutives entre 1992 et 2000. Et il a fallu tout ce temps-là pour que le gouvernement israélien se rende compte que on ne pouvait pas continuer à tirer sur les ressources naturelles en espérant que la pluie l'année d'après pourrait remplir de nouveau les comptes en banque et qu'on pourrait repartir à ce moment-là sans problème. Ils se sont rendus compte que la notion de développement durable a un sens, et elle a un sens de la survie des Israéliens et après pour le reste de l'humanité. Et ces principes de développement durable qui ont été mis en œuvre, qui ont été décidés par le gouvernement israélien en 2000, ont été mis en œuvre, et avec les résultats que l'on peut voir aujourd'hui. Donc c'est un peu ça dont je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Alors, le livre de l'eau fait un peu mon livre sur l'eau fait un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Il prend le paradigme de la vallée du Jourdain comme exemple de la manière dont on peut résoudre tous les problèmes de crise de l'eau dans le monde. Il va y avoir des crises de l'eau, il commence à y en avoir un peu partout. Le prochain sur la liste qui va se retrouver dans une crise très grave, c'est l'Iran, il faut le savoir aussi. Ça fait partie des données de base aujourd'hui qu'on a tendance à vouloir ignorer, mais ça en fait partie. Et si l'Iran veut résoudre son problème de population par rapport à cette crise de l'eau à laquelle il doit faire face, qui commence à être tout à fait réelle, il faudra bien qu'il se tourne vers le seul qui est capable de la résoudre, qui sont les Israéliens. On risque de voir des choses intéressantes dans ce domaine-là. Alors, ce livre a été provoqué par quelque chose de très précis. Il a une longue histoire, mais il a été provoqué par quelque chose de très précis. En 2012, fin 2012, il y a eu la publication d'un rapport parlementaire sur les crises mondiales de l'eau, c'était un rapport parlementaire, une commission parlementaire qui avait fait une étude dans le monde entier, qui avait identifié 43 zones de conflit et qui avait fait une liste de tout ce qui se passait dans ces 43 zones de conflit. Dans cette liste, il y en avait un qui était mentionné, pas plus que les autres d'ailleurs, qui était le conflit entre Israël et les Palestiniens sur la vallée du Jourdain, sur les ressources du bassin hydrologique du Jourdain, plus exactement, puisqu'il y a les nappes phréatiques en plus de la vallée de la rivière et du lac de Tibériade, qui fait partie de ce système. Et puis, M. Glavany, qui était le rapporteur de la commission, a jugé bon d'extraire du rapport général la partie du rapport sur le conflit israélo-palestinien, et il l'a sorti de son propre commentaire en introduction qui était « Israël pratique l'apartheid de l'eau ». Ça faisait des années que l'ambassade d'Israël me demandait de répondre quand il y avait des attaques dans la presse sur l'eau, et ces attaques, il y en a qui remontent à un autre événement que M. Amblard a cité tout à l'heure, qui était les 3 noms de Khartoum. À Khartoum, lorsque la Ligue arabe s'est réunie, elle a rassemblé, elle a pris un certain nombre de décisions. La première a été les 3 noms, de dire non aux négociations, non à la reconnaissance, etc., etc. Mais elle est allée un cran plus loin. Elle a dit comment faire pour que la défaite que les Arabes viennent de subir ne se reproduise pas. Et comment faire pour en corriger les effets. Première chose, pour que des Juifs en si petit nombre aient vaincu l'ensemble du monde arabe, qui est le monde idéal, puisque c'est le Coran qui nous le dit, c'est qu'il y avait un complot. Donc, cette victoire est due au fait que c'est le monde occidental qui a mené ce complot contre nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont une sympathie pour les Juifs, parce que les Juifs sont les victimes par l'idéal, et que pour eux, la victime est celui qui a la sympathie de tout le monde. Donc il faut qu'on change cette image-là. Donc on va lancer une guerre de propagande, de manière à faire en sorte que cette sympathie qui est du monde occidental envers les Juifs se rabatte sur le monde arabe et non plus sur le monde juif.
Alors ils ont choisi un certain nombre de thèmes de propagande à lancer à ce moment-là. Ces thèmes de propagande, il y en a... ceux qui sont les plus connus ne sont pas ceux qui ont été les plus efficaces. Celui de la victimisation des Palestiniens, la construction de l'image d'Arafat comme celui prônant la paix et étant capable de rassembler tout l'ensemble du monde palestinien, etc. Ça en a fait partie. Mais l'autre était l'un de ces trois sujets qui a été décidé comme étant un thème de propagande. Et le thème là est très simple, c'est Israël vole l'eau des Arabes. Et depuis cette décision de Khartoum, on voit tous les 2-3 ans des séries d'articles partir dans les journaux du monde entier. Le principal relais en France, c'est Le Monde, bien entendu, mais on a la même chose un peu partout dans tous les journaux du monde. Et petit à petit, un journal disant quelque chose, les autres le reprennent, etc., etc. Et toujours axé sur ce même thème. Les Juifs veulent l'eau des Arabes. Les Arabes n'ont pas d'eau, c'est la faute aux Juifs, etc. etc. Aujourd'hui, vous avez la même propagande qui se répète et que se répète et se répète. Il n'y a même plus besoin de la lancer du côté des Palestiniens, elle est lancée automatiquement par n'importe quel journaliste en quête de sensationnel qui arrive au Moyen-Orient, qui ne sait rien, mais il se rappelle qu'il a lu quelque part quelque chose. Alors il demande aux Palestiniens qu'on lui montre. On l'amène voir le village qui reste, qui n'est pas connecté au réseau national d'eau palestinien. Je dis le village, peut-être une dizaine, mais c'est ça. Et on montre la misère de ces pauvres Palestiniens qui n'ont plus d'eau. Chiffre réel, 1967, les Israéliens prennent le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza. À peu près 30% de la population arabe palestinienne est reliée à un réseau d'eau courante et à l'eau courante à la maison. 70% de l'eau. Aujourd'hui, on en est à plus de 96% qui ont l'eau chez eux à domicile. Et il n'y a jamais de coupure d'eau chez eux. Il y en a en Jordanie, il y en a en Syrie, il y en a en Égypte. Il n'y en a jamais chez eux. Donc, il manque d'eau, mais voilà, 96% de la population ont l'eau qu'il leur faut. C'est plus tout à fait vrai parce que Gaza fait plus partie du groupe, donc c'est plus 96%. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on peut les recalculer. Gaza est un cas à part et j'en parle. Donc voilà un peu l'histoire de ce livre. Il m'a été demandé, en réaction à ce rapport de M. Clavani, un pré-rapport qui était un résumé de ce que le livre allait devenir a été envoyé à tous les parlementaires français puis européens. Il a été diffusé. Ça n'a pas changé grand-chose parce que les médias derrière n'ont pas voulu tellement la reprendre, mais au moins tout le monde a maintenant une base pour pouvoir dire quelle est la réalité des chiffres, la réalité des choses. Alors, voilà ce que je disais. Alors, d'où je parle? C'est important. On va pas, je vais pas m'étendre là-dessus, mais la SPNI, Société pour la protection de la nature en Israël, ONG israélienne, la plus importante d'Israël, plus de 80 000 membres payant cotisation, 2 millions d'Israéliens participant à ces activités très régulièrement, au moins 1 million chaque année, etc., etc. Quelque chose d'inconnu dans le monde en général, c'est une des bases fondamentales de la société israélienne. On confie à la SPI, une ONG, des tâches qui sont réalisées par les services publics, par les autorités politiques dans bien des pays du monde. Ça fait partie de la structure, de la mentalité israélienne. Je viens d'apprendre quelque chose par mes petites filles il y a 15 jours à peu près. Elles sont... j'ai 2 petites filles qui ont 16 ans, qui vivent dans un mouchard, qui font une année de... enfin, qui se sont portées volontaires pour être des monitrices dans le mouvement de jeunesse des Moshavim. Pourquoi? Ben parce que ça fait partie des obligations pour passer le bac en Israël que de faire une année au moins de volontariat pour tous les gosses. Et puis d'en faire un rapport sur ce qu'ils ont fait pendant cette année de volontariat. Beaucoup de volontaires vont vers la SPNI, travaillent et font des tas de projets de protection de l'environnement, de réhabilitation de l'environnement, de diffusion de la connaissance, etc., etc., sur les pratiques écologiques et écologiques. Ça fait partie de la société israélienne de manière tout à fait fondamentale.
Donc c'est à partir de là que je parle et du fait que la SPLI a alerté les autorités israéliennes et levant. Elle a été créée en 1953. On ne parlait pas de dérèglement climatique à l'époque, on ne parlait pas beaucoup d'écologie dans le reste du monde. Les mouvements verts en Europe ont commencé dans les années 70 à peu près. Les Israéliens avaient déjà 20 ans d'avance par rapport à cela, parce que c'est la réalité d'un pays aride dans lequel il faut nourrir une population de plus en plus importante et une population au niveau de vie qui grimpe et donc où la consommation en eau augmente également. Donc, elle a fait le travail d'information nécessaire pour que le gouvernement derrière adopte une approche rationnelle du développement durable pour l'eau et pour le reste de l'économie. Alors, l'eau, comment on fait pour savoir ce qui est nécessaire, ce qui est disponible, comment on fait pour aller... et c'est tous les différents aspects que vous voyez là que j'ai essayé de développer dans le livre et dont on va parler brièvement. Besoin, ressources et moyens de remédier à la pénurie. Ça, c'est les ressources naturelles du pays. L'eau dont on parle, c'est ça, qui est alimentée chaque année par les pluies qui tombent. En gros, 100% des pluies qui tombent chaque année sont consommées. En moyenne, historiquement, depuis le début des années 70 jusqu'en 2000, pratiquement, les ressources disponibles étaient aux environs de 2 milliards de mètres cubes par an de pluie qui tombent en moyenne. Alors ça pouvait descendre à 1,2 milliard jusqu'à 2,4 milliards. C'était en gros la variation. Quand on avait des années de suite 1,2, ben on prenait l'eau qui était accumulée dans les nappes phréatiques, quitte à les mettre en danger. C'était ça les ressources naturelles. Sur ces ressources naturelles, il fallait nourrir les Israéliens, mais aussi les Palestiniens, parce que c'est les ressources naturelles du bassin du Jourdain. Le partage, et une partie de la Jordanie d'ailleurs, puisque la Jordanie est riverain du Jourdain. Comment se fait le partage? Ce partage se fait suivant un pourcentage qui a été décidé dans les années 30 sous le mandat britannique. Il s'est passé le phénomène suivant. Les Juifs demandaient, bien sûr, un droit d'immigration en Palestine sous mandat britannique illimité pour les Juifs qui étaient menacés dans le reste du monde. Ce qui leur a été refusé pour des raisons politiques. Mais les Anglais se sont dit, on va essayer de démontrer au reste du monde que c'est pas possible. Donc, ils ont fait appel à un spécialiste de l'eau américain, qui était reconnu, M. Loudermilk. Et M. Loudermilk est venu en 1936 en Palestine, sous mandat de la SDN, pour étudier comment exploiter le bassin du Jourdain. Et M. Loudermilk est tombé amoureux de ce qu'il voyait que les Juifs étaient en train de faire dans le pays. Et il a fait un rapport en montrant comment on pouvait accueillir tous les immigrants que les Juifs voulaient accueillir, en faisant une exploitation rationnelle du bassin du Jourdain et en répartissant ces ressources entre les Transjordaniens, parce que c'est comme ça qu'ils s'appelaient à l'époque, les Palestiniens arabes et les Palestiniens juifs. Et il a décidé du pourcentage qui devrait être accordé à chacune des populations. Et les Juifs ont décidé d'appliquer ce plan Loudermilk au moment de la création de l'État d'Israël. Même s'il n'y avait pas d'accord réciproque avec les gens en face. Il y avait tout refus de négocier, de discuter sur les choses. Néanmoins, ils l'ont appliqué, et ils l'ont appliqué de cette manière-là. Donc, ils sont arrivés à vivre avec ce qu'ils avaient. Voilà ce que cela représente. Ça, c'est des chiffres qui sont moyens sur cette période dont je parlais, 70 à 2000, en nombre de mètres cubes par habitant. Et vous voyez ce que l'ONU définit comme la limite de pénurie, hein, c'est ce qu'on appellerait le seuil de pauvreté pour les ressources économiques, et puis ce qui est consommation normale. Et puis il y a les besoins individuels minimaux
de 123 mètres cubes par personne par an, en dessous desquels on ne peut plus assurer la survie des gens. Alors ça, c'est tous les besoins en eau. C'est les besoins qu'il y a pour votre ménage, pour faire la cuisine, etc., pour votre consommation, pour boire. Mais il y a aussi tout ce qui est nécessaire pour l'agriculture. Et l'agriculture, dans le monde entier, représente à peu près 70% de la consommation en eau dans tous les pays. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. En fait, l'eau, c'est la seule ressource naturelle absolument indispensable pour la vie qui n'est pas remplaçable. Donc, quand on parlait tout à l'heure, M. Ducacael parlait tout à l'heure de la pisciculture dans le désert, ça fait partie des choses qu'on est capable de faire aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas d'eau dans le désert par définition, mais on est capable de faire de la pisciculture en circuit fermé, complètement autonome, complètement donc durable, qui va se perpétuer l'un l'autre, qui fait partie des réponses sur les terres portées. Ce chiffre, il faut le mettre en perspective sur le temps. En 2000, il y avait, voilà les chiffres qu'il y avait en 2000, de population, les ressources naturelles qui, elles, ne changent pas d'une année à l'autre. Le parent en 2000, qui avait déjà baissé parce que la population avait pas mal augmenté, et puis la projection sur 2025 que l'on faisait à l'époque. Et là, on voit que l'on est en dessous des 125 mètres cubes de survie, absolument, pour les populations palestiniennes. Et pour les Israéliens, on est à peine au-dessus. Et à l'époque, c'était fait sur des prévisions de croissance de la population qui étaient nettement inférieures à ce qu'elles ont été depuis. Donc, de toute façon, on se retrouvait. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. C'était impossible de continuer tel que. Et ça, ils l'ont compris. Voilà un peu aussi quelque chose de très important sur le plan du droit. Vous avez ici la représentation des nappes phréatiques importantes, la nappe côtière, ce qu'on appelle l'aquifère côtier, puis l'aquifère de montagne, qui est sous la Samarie et sous la Judée. Ce que cette carte montre, c'est comment l'eau qui se trouve dans ces nappes phréatiques est répartie. Et on voit des flèches qui vont vers la Méditerranée et des flèches qui vont vers le Jourdain. 90% du volume d'eau qui s'écoule de ces nappes phréatiques par les rivières va vers la mer. Et va vers la mer dans des rivières qui ont toutes leurs sources dans l'Israël avant 1967. Ce qui veut dire qu'au regard du droit international, Israël a le droit, j'insiste sur le mot droit, parce qu'aujourd'hui il y a tout un corpus de lois internationales sur le partage des ressources en eau, sur l'exploitation des ressources en eau partagées, a droit à 90% des ressources en eau de ces nappes phréatiques. Alors que ce que clament toujours les Arabes en Palestine, c'est les nappes phréatiques sont sous notre territoire, on a le droit d'y puiser tout ce que l'on veut. Et non, la loi est ainsi faite. Si c'était vrai, si ce qu'ils clament était vrai, ça voudrait dire, par exemple, que la Suisse pourrait détourner, ou l'Allemagne pourrait détourner le Rhin et le Rhône et empêcher qu'ils ne traversent la France, par exemple. Ça serait leur droit si on appliquait ce que disent les deux. Et tout le monde comprend bien que c'est absurde. Bon, c'est la même chose ici. Alors, comment est réglée la question du partage de toutes ces ressources en eau aujourd'hui, après les différents accords qui ont été passés? Ils sont réglés de la manière suivante. D'abord, il y a eu la signature des accords d'Oslo en 1993, qui a dit une chose sur l'eau. Elle a dit qu'il y aura une répartition équitable entre les Palestiniens et les Israéliens de l'eau du bassin du Jourdain, de l'ensemble hydrologique du bassin du Jourdain. L'ensemble hydrologique du bassin, quand je dis le bassin, ça comprend donc le lac de Tibériade, les rivières, le Jourdain et toutes les rivières qui l'alimentent, et toutes les nappes phréatiques qui sont alimentées par les pluies qui tombent sur toute la région. Donc, il y a eu l'accord entre les Palestiniens et les Israéliens d'Oslo qui était la manière, le partage se fera de manière équitable. Il n'y avait pas autre chose. Que veut dire de manière équitable? Les accords de tabac qui ont été négociés ensuite entre Israéliens et Palestiniens
était destiné à dire comment on allait faire. Et pour l'eau, ils sont arrivés à un accord extrêmement détaillé qui prévoyait la quantité d'eau qui sera allouée aux Palestiniens, la quantité d'eau qui serait transférée vers les Jordaniens et la quantité d'eau qui serait donnée aux Israéliens, avec des formules pour tenir compte de l'augmentation de la population palestinienne, de manière à réviser chaque année la quantité d'eau qui est accordée aux Palestiniens. Sachant que dans les accords de Taba, il était prévu que ce seraient les Israéliens qui continueraient à gérer ces ressources communes globalement. Par conséquent, aujourd'hui, lorsque les Palestiniens prétendent que les Arabes ne leur donnent pas les moyens de développement, ça veut dire qu'ils mettent en cause ces accords, alors que ces accords les favorisent considérablement par rapport aux Israéliens. Le équitable est devenu non pas le respect des droits historiques, non pas le respect du droit international, mais est devenu le fait que les Israéliens peuvent se permettre d'avoir d'autres ressources non que celles-là, et qu'ils en accordent chaque année aux Palestiniens beaucoup plus que ce que théoriquement les accords leur accordaient. Même chose d'ailleurs par rapport aux Jordaniens, où dans le traité de paix avec la Jordanie, les Israéliens ont accordé chaque année un certain nombre de dizaines de millions de mètres cubes d'eau additionnels à la Jordanie, là réglé par le traité de paix avec la Jordanie. Donc, sur le plan du droit, voilà quelle est la réalité aujourd'hui. Le problème, c'est que cet aquifère de montagne est menacé par la pollution, parce que le plus grand de la population palestinienne vit dans des villes au-dessus de ces nappes phréatiques, et les eaux usées sont tout simplement rejetées dans la nature. Pour la plupart, elles ne sont pas traitées. Vous voyez ici les chiffres. 85% sont utilisés de l'eau utilisée pour l'agriculture, va donner de l'eau polluée qui va passer dans la phréatique. Il n'y a que 15% qui vont dans des fosses septiques, qui est un traitement minimal qui résulterait quelque chose. C'est un très gros problème, le fait que les eaux usées palestiniennes aboutissent finalement dans la nappe phréatique ou dans les rivières qui après traversent Israël et qui doivent être donc traitées pour pouvoir être résolues. Alors, encore une fois, ça c'est la réalité. Qu'ont fait les Israéliens? Eh bien, pour ne pas être, c'est le cas de dire, pollués par ces eaux qui viennent des villes palestiniennes, soit dit en passant sur les accords de Taba, il était prévu, bien entendu, que comme les Israéliens le font, les Palestiniens devaient construire des usines de traitement des eaux usées pour traiter toutes leurs eaux usées. Ils ont construit 15 usines. Elles ont été construites. Alors, les Palestiniens se sont tournés, avec les accords en poche, se sont tournés vers leurs bailleurs de fonds habituels, les Japonais, les Américains et surtout l'Europe, bien sûr, en leur disant, voilà, il faut qu'on construise des usines pour traiter les eaux usées, on n'a pas les moyens. Pas grave, tous les bailleurs de fonds ont apporté, et ça c'est des projets magnifiques, n'est-ce pas, une usine pour traiter les eaux usées, ça c'est du concret, on sait de quoi il s'agit. Bon, ils ont fourni tous les faits. 15 usines ont été ainsi construites. 2 ans après, il n'y en a plus qu'une qui fonctionne. Pourquoi? Pour une raison très simple. Non pas qu'il n'y a pas de compétences chez les Palestiniens pour les exploiter. Parce que ces usines, il faut savoir, les eaux usées, c'est de la matière vivante. Par conséquent, ça change sans arrêt. Il faut sans arrêt faire des réajustements, des contrôles, c'est une gestion complexe techniquement que de traiter des eaux usées. Ils savent le faire, ils ont des compétences. Pourquoi? Tous leurs ingénieurs ont été formés en Israël. Et ils ont été formés dans différents collèges qui forment des ingénieurs en Israël et qui ont les meilleurs ingénieurs aujourd'hui dans ce domaine dans le monde. Donc ils ont parmi les meilleurs ingénieurs également dans la Compagnie nationale palestinienne des eaux. Donc ce n'est pas le manque de compétences. Mais simplement,
Pour qu'une usine fonctionne, il faut ses compétences en continu. Donc il faut les financer. Pour les financer, il faut prévoir les financements dans les budgets. C'est pas sexy pour les dirigeants palestiniens que de financer cela. Donc ils n'ont pas mis l'argent. La seule usine qui continue à fonctionner, c'est celle qui avait été construite par les Allemands, parce que les Allemands ont horreur du gaspillage, et par conséquent, ils ont continué à payer pour les techniciens ad vitam aeternam. Donc cette usine fonctionne et fonctionne très bien. Les autres ont presque toutes fermé. Alors aujourd'hui, ils sont reconstruits d'autres, grâce à l'AFD, l'Agence française de développement, qui est partie sur une idée un peu différente et qui fait les choses de manière un peu plus intelligente qu'auparavant. C'est-à-dire qu'elle ne confie pas les fonds au gouvernement palestinien pour qu'il réalise, mais elle le fait elle-même. Et elle le fait elle-même en partant de l'idée suivante. Et là, on entre dans le culturel le plus profond, qui impose de prendre en compte dans la réalité cette culture. Il est dit dans le Coran que l'eau est un don de Dieu. Un don de Dieu, il est interdit de le vendre. On ne peut pas le facturer. C'est un don de Dieu. Donc, dans la culture arabe, payer pour de l'eau courante que l'on reçoit à domicile, c'est inadmissible. Si on leur explique que ce qu'ils payent, c'est pas l'eau, mais c'est tout le travail qui a été nécessaire pour, entre l'eau qui a été prélevée dans une nappe phréatique et qui lui a été apportée jusque dans sa maison après avoir été nettoyée pour être consommable et au niveau de l'eau potable nécessaire, c'est ce travail-là qui paye. Ça passe pas facilement, mais c'est difficile, surtout quand on a l'habitude de ne pas payer ses factures d'eau. Et l'un des gros problèmes de la Compagnie nationale palestinienne des eaux, qui est copiée sur sa structure exactement sur le modèle de la Compagnie nationale israélienne des eaux, qui est Makorot, cette CNP, Compagnie nationale palestinienne des eaux, n'arrive pas à faire payer ses factures. Ce que l'AFD fait quand elle installe quand elle met en place des installations d'adduction d'eau courante, par exemple nettoyées, ce qu'elle fait, c'est qu'elle la met avec mise en place de compteurs prépayés dans tous les appartements où l'eau arrive. Si vous ne mettez pas d'argent dans votre compteur, il ne vous délivrera pas d'eau. Donc c'est prépayé et ça fonctionne, et aujourd'hui ça fonctionne beaucoup mieux. Ce qui veut dire qu'il y a moyen de résoudre les problèmes. Qui a moyen, par la collaboration, de vraiment résoudre les problèmes. Et je parlais des eaux usées qui sont rejetées dans les rivières. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, la ville de Jenin n'a pas la réputation d'être un lieu de collaboration israélo-palestinien de longue date. Au contraire, durant la guerre d'indépendance, en 1948-1949, ça a été une des villes les plus sanguinaires contre les Israéliens. Elle a une vieille tradition. La ville de Jenin a un maire qui est un maire moderne, qui veut le bien-être de sa population et qui, par conséquent, a passé un accord avec le maire de ce que l'on appelle la zone rurale de l'Emek Yezreel qui lui fait face et qui lui gère une quarantaine de villages à peu près, et qui dispose d'une usine de traitement des eaux usées. Donc il a passé un accord avec ce maire-là pour amener une canalisation de tous les égouts de la ville de Jenin jusqu'à la à la frontière. Enfin, c'est pas une frontière, la ligne de démarcation entre les deux, appelons-la la frontière, peu importe, où elle est reprise par les Israéliens. De cette manière, ces eaux d'égout ne sont pas rejetées dans les rivières. Elles sont prises en compte, les Israéliens les traitent dans leur usine de traitement des eaux usées, la traitent à niveau recyclage, puisque en Israël, toutes les eaux usées sont maintenant recyclées. C'est donc pas simplement traitées à un niveau où elles peuvent être simplement rejetées dans la nature, elles sont traitées à un niveau de qualité d'eau potable, même si elles ne sont pas réinjectées dans les réseaux d'eau potable, mais dans les réseaux d'alimentation de l'agriculture. Et il se paye pour ce travail qui est réalisé par l'eau qui en résulte. De cette manière, la région est nettoyée, et du coup, les deux maires ont décidé de créer un parc écologique le long de la rivière
Bon, peu importe, ça me reviendra. C'est mon habituel problème de mémoire avec les noms propres. Donc la rivière qui traverse Jenin, qui a sa source dans les Béquilles, qui traverse et puis qui revient ensuite en Israël et qui va se jeter dans la baie de Haïfa. Donc le long des rives palestiniennes et israéliennes de cette rivière, il y a maintenant un parc écologique qui est un lieu de rencontre des populations et un lieu où on fait des choses en commun. Donc voilà, le cas de Gaza est un cas à part et qui est aujourd'hui réellement tragique. Les chiffres se parlent d'eux-mêmes. Le potentiel hydraulique de Gaza est entre 80 et 110 millions de mètres cubes par an. Il est beaucoup plus près de 80 la plupart du temps maintenant à cause des sécheresses multiples et répétitives. Les besoins actuels des Palestiniens sont au minimum de 200 millions de mètres cubes par an, donc plus de 70% par l'agriculture, et on le voit, il n'y en a pas assez. Alors qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème? Quand les Israéliens sont partis de Gaza, de la bande de Gaza, ils ont laissé en place toutes les infrastructures hydriques qu'ils avaient construites pour les villages juifs qui s'y trouvaient. Ils les ont laissées en place intactes et en bon fonctionnement. Les tuyaux ont été immédiatement pillés par je ne sais pas par qui, les populations, les organisations, le Hamas ou quelqu'un d'autre, peu importe, et ont été détruites, donc n'ont pas pu servir derrière. Par ailleurs, la loi qui s'applique à Gaza n'est pas ni la loi israélienne, ni la loi jordanienne. En Cisjordanie, c'est la loi jordanienne qui continue à s'appliquer dans ce domaine-là. La loi dont je parle, c'est celle qui définit qui est propriétaire du sous-sol. Quand on est propriétaire du sol, est-on propriétaire de ce qu'il y a dans le sous-sol? Dans tous les pays occidentaux, aujourd'hui, sauf aux États-Unis, quand on est propriétaire du sol, on n'est pas propriétaire du sous-sol. C'est l'État qui est propriétaire du sous-sol, qui décide à qui il va confier l'exploitation de cette ressource souterraine. Et à Gaza, ce n'est pas le cas. C'est la loi égyptienne qui s'applique, et la loi égyptienne est la même que la loi américaine, qui est le sous-sol appartient à celui qui est propriétaire du sol. Donc tous les fermiers peuvent creuser un puits dans leur jardin sans aucune restriction et tirer sur les nappes phréatiques sans aucune restriction. La nappe phréatique de Gaza, vous l'avez vu, elle est au bord de mer. Elle est peu profonde. Résultat, infiltration de mer. En plus, il n'y a pas d'usine de traitement des eaux usées. Toutes les eaux usées sont tout simplement jetées près des maisons ou directement dans le bord de mer. Résultat, les nappes sont extrêmement polluées. Aujourd'hui, quand on regarde la qualité de l'eau des puits de Gaza, à peu près 90% des puits délivrent une eau qui n'est pas propre à la consommation et qui est à peine propre à l'irrigation. Ce qui veut dire que c'est par exemple la région du monde dans laquelle le taux de bébés bleus, qui est cette maladie spécifique qui provient d'une qualité d'eau déplorable, est le plus élevé au monde. C'est une situation tragique pour laquelle les autorités ne font strictement rien, parce que pour elles, ça veut dire que c'est la pénurie est une ressource naturelle formidable. L'UNICEF, qui s'occupe des enfants, est très consciente du problème. Elle a donc décidé de financer des usines de dessalement d'eau de mer à Gaza, de manière à pouvoir répondre aux besoins de la population. Financer en totalité. Ils ont donc lancé un appel d'offres international, suivant les procédures internationales obligatoires par l'organisme dépendant des Nations Unies. Cet appel d'offres a été gagné par un consortium mené par une compagnie anglaise. Il se trouve que dans les fournitures que cette compagnie anglaise devait fournir, plus ses sous-traitants, il y avait peut-être 1% de la totalité des produits qui allaient être fournis provenaient d'Israël. Ça a été suffisant pour que le Hamas annule l'appel d'offres, et donc le projet ne se réalise pas. Cela dit, en parallèle, les dirigeants du Hamas ont, eux, créé des petites usines de dessalement de mer avec des méthodes
traditionnelles, disons anciennes, c'est-à-dire par évaporation, qui sont très coûteuses en énergie. Mais c'est pas grave, parce que l'énergie, on la reçoit gratuitement de la part des Israéliens. Ils fournissent le fuel nécessaire à l'électricité, etc., etc. On ne veut pas priver ces pauvres de l'électricité, même s'ils ne la payent pas. Voilà. Résultat, ils s'enrichissent parce que dans leurs usines, ils produisent un peu d'eau potable qui est distribuée par camion-citerne et ils la vendent au litre très très cher, beaucoup plus cher que les viandes ou le Perrier chez nous. Ressources d'enrichissement pour les dirigeants palestiniens du Hamas. Donc voilà le problème. Alors on a vu que dans la gestion de l'eau, qui n'est pas une marchandise comme ça, on ne peut pas priver quelqu'un de son droit à la vie. Par conséquent, on ne peut pas priver quelqu'un du minimum de ressources en eau qui lui est nécessaire pour survivre. Il est donc nécessaire dans le droit et dans l'adaptation des droits dans tous les pays du monde de prévoir de pouvoir fournir de l'eau à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter, de payer ce que cela coûte de leur apporter de l'eau. Il faut en tenir compte. La structure des tarifs en Israël est basée là-dessus. Il y a un minimum qui est payé à un prix très très bas. Et tout le reste au-dessus est payé au prix de revient réel de l'eau désormais. Il y avait pendant très longtemps des subventions à l'agriculture qui payaient son eau à un prix très très bas. Aujourd'hui c'est terminé. Les agriculteurs doivent payer l'eau au prix de revient réel, qui est le même que celui que payent les citadins. Et puis il a été décidé de créer des ressources additionnelles. Les ressources additionnelles, là c'est le réseau national d'eau, ça fait partie des ressources naturelles. Alors, je vais passer là-dessus. Il est important de voir à quoi sert cette eau. Et qu'est-ce que l'on peut faire sur chacun de ces besoins. D'abord les besoins pour l'agriculture. En 1980, l'eau consommée par l'agriculture représentait à peu près 70% de l'eau totale consommée en Israël. Aujourd'hui, on est descendu à 40%. Pourquoi? Parce qu'on a développé des méthodes agricoles beaucoup plus intelligentes qui permettent d'économiser l'eau, de produire beaucoup plus avec moins d'eau. Le goutte à goutte a été généralisé. On a développé des cultures qui permettent d'être alimentées, d'être irriguées avec des eaux saumâtres. Et des eaux saumâtres, il y en a beaucoup, par exemple, dans le sous-sol du Negev. Toutes les tomates israéliennes aujourd'hui, et toutes les tomates du Moyen-Orient aujourd'hui, sont produites à partir de ces nouvelles variétés développées en Israël qui peuvent être irriguées aux eaux saumâtres. Les oliviers sont irrigués maintenant aux eaux saumâtres, etc. Et on développe des tas d'autres cultures. La consommation domestique a un peu baissé de manière significative en changeant les comportements des gens. Et la SPNI, à laquelle on a fait appel, a lancé des programmes de formation dans toutes les écoles qui démarrent au jardin d'enfants et qui vont jusqu'au bac, dans lesquels à chaque année on apprend aux enfants quels sont les comportements économiseurs d'eau. Et puis pour arroser les jardins, eh bien, on met sur Internet, au ministère de l'Environnement, on met toutes les variétés de plantes que l'on peut mettre dans son jardin et qui consomment moins d'eau que les autres. Ou qui permettent de traiter les eaux usées que l'on produit dans sa maison et de les recycler dans le jardin, etc., etc., etc. Il y a toute une série de comportements comme ça. Il y a aussi la baisse de la consommation. Par exemple, il existe des dispositifs que vous mettez sur votre douche et qui vous permettent de réduire de moitié le débit de la douche tout en augmentant le confort que vous avez à être sous la douche. Donc ça remplace la pression par le débit. Et puis ça vous donne la même sensation. Vous l'avez tout aussi bien, vous consommez moitié moins d'eau. Alors on a distribué aux enfants dans toutes les écoles des petits dispositifs comme ça, donc ils en ramènent un à la maison. Et comme ils payent l'eau à leur prix réel, c'est devenu une part non négligeable des budgets familiaux. Quand les familles voient que ça fait baisser leur budget, effectivement, eh ben, ils en installent partout, etc., etc., etc. C'est un travail permanent qui est fait pour rappeler à tout le monde qu'on ne gaspille pas l'eau dans ce pays, parce que c'est une ressource vitale dont on a besoin.
Les besoins de l'industrie sont contrôlés et surtout elles sont recyclées. Les eaux usées des usines ne sont plus rejetées dans la nature comme c'était fait auparavant et doivent être toutes traitées et recyclées. C'est le cas par exemple, c'est la rivière, c'est le Kishon, ça me revient maintenant, parce que le Kishon traverse Haïfa et toutes les usines pétrochimiques déversaient leurs eaux usées dans le Kishon qui était devenu quelque chose d'épouvantable. Il a fallu développer toute une série de technologies pour nettoyer les rivières, nettoyer les fonds des rivières, toutes les boues qui étaient dans les fonds des rivières qui étaient extrêmement polluées. Ces technologies ont permis à Israël de remporter le marché de nettoyage du Gange aujourd'hui. Par exemple, l'Inde est en train d'adresser son problème de pollution des eaux et a fait appel aux spécialistes et Israël. C'est pas pour rien que le Premier ministre indien était en Israël il n'y a pas longtemps et qu'il a développé sa collaboration avec les Israéliens. C'est pas seulement pour une raison militaire, mais pour l'eau. Aujourd'hui, les Israéliens ont des projets de centaines de millions de dollars en Inde pour faire en sorte que les campagnes puissent devenir des campagnes où on pratique de l'agriculture moderne qui soit responsable de l'environnement et protectrice de l'environnement. Il y a des développements fabuleux qui sont en cours actuellement grâce à ça, grâce aux Israéliens dans ce domaine. Et puis le dernier besoin, celui des écosystèmes naturels et du tourisme, de la beauté, qui sont les demandes des citoyens, c'est important. On en a parlé avec le Kakaï tout à l'heure. Le parc avec le lac artificiel qui est en cours de création à Beersheba. Beersheba était une ville très polluée il y a encore 4-5 ans. Aujourd'hui, elle est en train de subir une transformation phénoménale qui va en faire une ville modèle de ville moderne, agréable à vivre, avec des jardins et des fontaines dans un lieu extrêmement aride et avec des méthodes totalement protectrices de l'environnement, ce qui n'est pas le cas des villes comme à Doha ou dans les Émirats Arabes Unis, où c'est à coup de millions de tonnes de pétrole qui sont brûlées que l'on arrive à faire la même chose. Les Israéliens le font d'une manière qui est tout à fait durable et écologiquement responsable pour la ville. Donc voilà un peu ce qu'il faut résoudre dans les questions de... Je parlais des sécheresses à répétition. Ça, c'était le résultat de 8 années de sécheresse successives sur le Kinneret. Ça, c'est un ponton qui montait sur les bateaux de tourisme qui permettaient de circuler sur le lac. Il y a à peu près 6 mètres entre le ponton et le niveau de l'eau, tellement le Kinneret avait baissé. Et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il a pas mal remonté. Alors ça fait partie de la politique qui a été mise en place. J'ai parlé du recyclage. On va le traiter très rapidement si vous voulez. On va passer là-dessus, c'est pas la peine d'aller dans ce domaine. Sur les technologies de l'eau, les Israéliens se sont attaqués à tous les domaines que vous voyez marqués ici et sont devenus des leaders mondiaux dans tous ces domaines aujourd'hui. Collecte et purification des sources primaires, des eaux de ruissellement, de tout ce qui est au niveau collectif aussi bien qu'au niveau individuel, la distribution et le contrôle des réseaux. Un exemple, là aussi les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans tous les pays développés, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, partout, qu'on manque d'eau, qu'on manque pas d'eau, on considère qu'à peu près 30% de l'eau qui circule dans les réseaux nationaux de distribution de l'eau, 30% de l'eau est perdue par les fuites. C'est un chiffre normal. En Israël, en 2000, et dans les territoires palestiniens jusqu'à aujourd'hui, on était à plus de 40%. Aujourd'hui, dans le réseau israélien global de distribution de l'eau, on est à moins de 10% de perte. La gestion des réseaux est une solution extrêmement complexe qui demande des tas d'outils. Ça va du drone qui va détecter là où il y a une fuite et pouvoir pointer très exactement où elle se trouve en sous-sol, jusqu'à des systèmes qui permettent de boucher les trous à l'intérieur même de l'eau d'une canalisation pendant qu'elle est en service, sans qu'on ait besoin de l'arrêter.
Bon, il y a plein de choses. Et ça va aussi dans les compteurs intelligents que vous mettez à domicile chez les gens, pour leur permettre d'identifier le fait que chez eux, ils ont une fuite, qu'ils ont un truc qui est une consommation anormale par rapport à leurs consommations habituelles, et qu'ils peuvent aller vérifier par eux-mêmes et voir ainsi empêcher qu'une goutte qui tombe comme ça, c'est rien, ça a l'air de rien, une goutte qui tombe de votre robinet en permanence, ça représente une dizaine de litres d'eau en fin de journée, au bout de 24 heures, enfin, etc., etc. Donc là aussi, ça implique les changements personnels, etc. des compagnies. Réhabilitation des rivières, on en a parlé. Recyclage et dessalement, c'est les deux points sur lesquels je voudrais parler. Alors, les économies de monde, on en a parlé. Voilà. Le recyclage. Il y a 450 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont produits chaque année en Israël. Aujourd'hui, 85% de ces eaux usées sont traitées à un niveau de qualité permettant le recyclage complet. Et quand je dis le recyclage complet, je veux dire que quand vous allez à Shavdan, qui est la grande usine de traitement des eaux usées de tout le bassin autour de Tel Aviv, qui se trouve dans les sables de Rishon LeZion, vous allez à Shavdan, le directeur de Shavdan va à la sortie de son truc et il prend un verre d'eau et il le boit. Dedans, la matière première de départ, c'est vos eaux d'égout. Voilà à quoi on peut arriver avec la technologie qui est là. Cela dit, pour des raisons culturelles, ça n'est pas réinjecté dans le réseau d'eau potable, mais c'est réservé à l'agriculture, et il est prévu qu'en 2020, l'agriculture ne recevra plus que les eaux recyclées. Ils ne recevront plus aucune goutte d'eau primaire, sauf la pluie qui tombe sur leur champ. Mais tout le reste proviendra de ces eaux-là qui leur est réservé. Donc ça, c'est quelque chose. Voilà comment se situent les autres pays. Alors, j'ai pas raison, c'est une positive, je n'étais encore à 90%, aujourd'hui on est à 95%. La Jordanie a un programme de recyclage très ambitieux qui est copié sur les Israéliens. Leurs ingénieurs sont formés en Israël de la même manière que ceux des Palestiniens. Et aujourd'hui, ils ont mis en place tout un réseau, tout un système de recyclage. Ils ont déjà atteint le niveau de l'Espagne. Ils vont largement le dépasser à la fin de l'année 2015. Et ils vont aller bien au-delà après. Leur objectif est de rejoindre le même niveau qu'Israël. Parce qu'ils ont les mêmes problèmes. L'Australie, qui est un pays qui manque cruellement d'eau, on n'est qu'à 9%, l'Italie est 8%, la Grèce à 5%. Et je ne parle pas du reste de l'Europe, où on est à 1 ou 2% peut-être de recyclage. Donc voilà les eaux de ruissellement. Toutes les eaux de ruissellement dans les campagnes, vous connaissez tous les bassins d'eau que le KKR a construits dans votre pays, on a 450. Ça récupère toutes les eaux de ruissellement. Les eaux de ruissellement, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quelque chose de fondamental. Voilà une forêt dans le Negev, forêt de Catine, elle est dans le nord du Negev, à peu près un peu à l'est, un peu à l'ouest, je ne sais plus, bon, tout près de Beersheba, mais dans le Negev. C'est une forêt non irriguée qui est entièrement basée sur la récupération des eaux de pluie à l'aide d'un réseau extrêmement intelligent basé sur les technologies nabatéennes d'il y a 2000 ans pour faire en sorte que toutes ces eaux de pluie soient utilisées entièrement par les plantes. Et on a cette forêt qui a été construite, c'est le terme, parce qu'on a construit toute l'infrastructure qui a permis à la forêt de pousser, de vivre, de se développer. Donc les eaux de ruissellement, c'est important. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus d'urbanisation en Israël. Or, quand on dit urbanisation, ça veut dire que l'eau qui tombe dans la ville est très polluée. Qu'est-ce qu'on en fait de cette eau qui est très polluée? On ne peut pas la rejeter à la mer, on ne peut pas s'en servir. Donc il faut la collecter et la traiter. Or, il n'y a pas de réseau réellement traditionnellement. Alors, un certain nombre de municipalités ont été les leaders dans ce domaine, et celle qui a vraiment a été le pionnier, c'est Kfar Saba, qui a décidé de mettre en place tout un réseau de collecte de l'eau qui ruisselle dans les rues, dans les caniveaux. Ils ont construit des caniveaux. Donc, ils récupèrent cette eau, l'amènent dans un parc de la ville, dans laquelle on a installé des bassins par une méthode dite de lagunage.
c'est une méthode qui a été mise au point en France, d'ailleurs, la méthode de lagunage, qui utilise des plantes comme les joncs, etc., qui purifie cette eau et qui renvoie après l'eau dans la nappe phréatique. Donc l'eau de ruissellement est récupérée et en même temps ça crée des jardins dans les villes, avec des parcs dans lesquels on peut se promener, etc. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de villes en Israël qui sont en train de suivre ce chemin que Prince Sarah avait pris. Dessalement. Alors aujourd'hui, le dessalement, il y a. Voilà. Je vous disais, les ressources naturelles représentent au total moins de 2 milliards de mètres cubes d'eau par an. Là, on a rajouté 540 millions avec les usines de dessalement qui ont été construites. Et une 6e est en planification, et ce sera la dernière pour un bon bout de temps. Les Israéliens estiment avoir suffisamment de réserves avec ça pour pouvoir reconstituer toute leur nappe phréatique et revenir à un système hydrologique global très sain, avec un certain surplus qui leur permettra de remplir les besoins des Palestiniens dans le cadre de traités de paix, pouvoir leur fournir de l'eau additionnelle sans aucun problème. Donc voilà un peu la situation globale. Alors je ne vais pas vous parler d'énergie, je ne vais pas vous parler de toutes les technologies vertes, mais sachez que la même chose est en cours actuellement sur les technologies vertes dans tous les domaines. Et pour conclure, je voudrais terminer sur une de mes activités actuellement, qui est la suivante. Je travaille avec une association française qui s'appelle Industriels sans frontières, qui est basée à Paris et à Milan, et qui a décidé de traiter le problème africain, qui est qu'on ne fournit pas suffisamment de travail aux gens dans leur lieu d'habitation. Alors d'abord, ils commencent à aller dans les villes, où ils se retrouvent dans des bidonvilles, et de là, ils partent tous vers l'Europe, et c'est une émigration qui n'est pas nécessairement bienvenue pour eux-mêmes. Aujourd'hui, je connais bien maintenant, parce que le premier pays où on intervient en Afrique est le Sénégal. Aujourd'hui, la diaspora sénégalaise, qui représente à peu près 800 000 personnes en France, n'ont qu'un rêve, c'est de revenir chez eux, et de faire en sorte que leur village vive. Mais il faut que les villages vivent, et pour ça, il faut leur donner les moyens. Et le rôle de l'ISF, d'Industriels sans frontières, c'est de faire en sorte de leur donner ces moyens. Et où est-ce qu'on est allé chercher les technologies? C'est pour ça qu'ils ont fait appel à moi. Je vais chercher les technologies israéliennes. À peu près 90% de ce que l'on va leur installer seront des technologies israéliennes. Parce qu'il n'y a pas que la technologie. La réponse purement technologique n'est pas suffisante. Il faut que cette technologie soit adaptée dans sa mise en œuvre pour que cela devienne le bien des populations qui les reçoivent et qui les mettent en œuvre. Il faut qu'elles leur appartiennent, qu'elles s'en sentent responsables, qu'elles aient envie de les maintenir et qu'elles aient envie qu'elles puissent continuer à fonctionner et donc à payer pour leur entretien, etc., etc. Du coup, ça va créer des tas de jobs, de plombiers, d'électriciens. Ça va permettre de créer des marchés dans le plus petit village africain, où ils n'ont pas besoin d'aller faire 10 km à pied pour aller au village pour acheter un peu de farine ou un truc comme ça, parce que dans le village, il n'y a pas de magasin. Il y aura de l'énergie, donc il y aura de quoi recharger leur téléphone mobile, il y aura de quoi alimenter les ordinateurs pour les écoles, il y aura de quoi alimenter un dispensaire dans chacun des villages. On peut faire ça aujourd'hui à des prix extrêmement bas grâce aux technologies israéliennes, et c'est ce à quoi on s'attache, et c'est ce à quoi Israël s'attache beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure de l'Agence française de développement. Il y a une agence israélienne de développement qui s'appelle Machav, qui a été créée en 52-53 déjà, à l'époque, et cette agence a formé aujourd'hui dans le monde à peu près 500 000 experts agricoles, 200-250 000 experts de l'eau, ou de la mise en place de moyens de santé dans les campagnes. Elle a des programmes développés dans toute l'Afrique, surtout en Afrique orientale jusqu'à présent, au Kenya, en Ouganda, etc. On est en train de développer la même chose avec eux au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en RDC, au Congo, etc. etc. Donc Israël est en train de résoudre les problèmes
de surpopulation, en train de résoudre les problèmes de migration pour l'ensemble du monde, plutôt que d'aller se plaindre, de parler des victimes, etc. Juste un dernier point pour terminer là-dessus, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ce travail qui a été fait par Machal, aujourd'hui porte ses fruits, et par les technologies vertes, porte ses fruits vraiment dans tous les domaines. Et il va y avoir la COP21. À la COP21, il va y avoir présentation de deux choses importantes. Une qui est plus, bien que ce soit de l'énergie renouvelable, qui est plus du domaine de la convivialité mondiale, c'est l'arbre électronique. Un premier exemplaire de cet arbre électronique qui a été créé en Israël, qui est installé dans le parc à Sharon, qui commence à être installé dans un certain nombre de villes israéliennes et palestiniennes. Il y en a un qui va être installé devant la mairie de Paris à l'occasion de la COP21. Aujourd'hui, il est installé sur les bords de Seine, juste devant le musée d'Orsay. Tous ces arbres électroniques qui sont installés dans le monde, il y en a un en cours d'installation à New York, il y en a à Montréal, je ne sais plus où, il y en a un en Australie. Les branches et les feuilles de cet arbre sont des cellules photovoltaïques et produisent de l'électricité qui permet d'alimenter une fontaine au pied de l'arbre, avec des bancs pour s'asseoir, avec des stations pour recharger vos téléphones, avec une connexion Wi-Fi avec le reste du monde grâce à l'antenne qu'il y a dans l'arbre, etc., etc. Donc voilà quelque chose qui est en cours. L'autre qui est en cours et qui, elle, va vraiment résoudre les problèmes de faim dans le monde. Aujourd'hui, pour faire de la culture du riz, il faut des cultures inondées. Les cultures inondées sont l'un des plus grands producteurs de méthane dans l'atmosphère dans le monde. Parce que toutes les plantes, quand elles sont inondées, doivent évacuer ce qu'elles produisent, et elles l'évacuent sous une forme de méthane par un petit tube qui remonte jusqu'à la surface de l'eau et qui est rejeté dans l'atmosphère. Quand vous faites de la culture de riz avec une irrigation goutte à goutte telle que les Israéliens l'ont mise sur pied spécialement pour le riz, d'abord vous pouvez commencer à cultiver du riz en pente et non pas simplement sur des terrasses. Donc déjà, des travaux, on peut le faire partout. Dans le monde entier, même dans les terrains les plus arides, on peut faire de la culture du riz et plus aucune production de méthane quand elle est irriguée au bout à bout, parce qu'on lui donne exactement l'eau dont elle a besoin au moment où elle en a besoin et pas autre chose. Par conséquent, il y a vraiment de quoi résoudre et le problème du climat et le problème de la faim dans le monde. Il y a un site internet qui correspond à mon livre, avec un site, avec une page Facebook, avec un compte Twitter, il y a tout ce qu'il faut. Mettez vos noms et votre adresse mail ici et je vous inscrirai dessus. Et il y en a pas. Merci, merci.